Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. À cette heure, toute la partie se passe rien que d'un bord. Oh, je t'aime, mon cœur. Moi aussi, mon cœur. Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Orellana-Pepin, bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de l'Anaudière ainsi que d'une partie de l'Outaouais. Et nous commençons cette semaine avec la Ville de Mont-Tremblant qui lance un appel aux propriétaires d'immeubles résidentiels afin de rejoindre le projet pilote d'installation de compteurs d'eau sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant et ce, sans aucun frais. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable qui encourage la municipalité du Québec à promouvoir une saine gestion de cette ressource naturelle. Les personnes qui peuvent participer sont les propriétaires de résidences unifamiliales raccordées au réseau d'aqueduc municipal ou à un aqueduc privé relié au réseau municipal. Les propriétaires d'immeubles résidentiels multilogements raccordés au réseau d'aqueduc municipal ou à un réseau d'aqueduc privé relié au réseau municipal. Actuellement, tous les bâtiments commerciaux sont équipés de compteurs d'eau. Bien que l'installation ne soit pas obligatoire dans le secteur résidentiel, la participation au projet pilote offre des avantages concrets pour les propriétaires. Avec la mise sur pied de ce projet pilote, la Ville cherche à atteindre ses objectifs d'économie d'eau potable, améliorer la précision de ses bilans de consommation, évaluer les volumes d'eau utilisés et identifier les consommations anormales, outiller les propriétaires d'immeubles pour faciliter la résolution de problèmes liés à la consommation d'eau, orienter ces actions pour favoriser l'économie d'eau dans le secteur résidentiel. Les propriétaires souhaitant participer sont invités à contacter la Ville pour s'inscrire au projet en composant le 311 ou encore le 819-425-8614 de l'extérieur de Mont-Tremblant. Ils peuvent également écrire à travaux publics à commercial-ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca. À Mont-Tremblant, depuis le 1er janvier 2025, un nouveau système simplifié de collecte sélective est en place. Les matières acceptées dans le bac de récupération sont désormais limitées à 3 catégories, soit les contenants, les emballages et les imprimés. Toutes les matières de ces 3 catégories peuvent désormais être déposées dans votre bac bleu. Il est donc fini le temps des tris compliqués. Voici quelques exemples pour les contenants, soit les bouteilles de plastique, les pots de yogourt, les boîtes de conserve, les contenants en verre. Pour les emballages, soit les films plastiques, les boîtes de carton, carton de lait, barquettes alimentaires et pour les imprimés, soit les journaux, les magazines, prospectus, enveloppes, papier d'emballage. Il y a 2 exceptions, les aérosols et les emballages de protection en polystyrène. Ils doivent être apportés à l'écocentre. L'objectif est de simplifier le processus pour tous et de contribuer à l'économie circulaire en facilitant la récupération et le recyclage des matériaux. Rappelez-vous, le bac bleu remplace progressivement les bacs verts et son utilisation sera uniforme à travers la province. Ce changement rend le tri plus facile et plus efficace. La Ville de Mont-Tremblant annonce d'importants travaux de réfection sur le chemin du village entre l'intersection du chemin de la Chapelle et le pont du barrage du lac Tremblant dès ce printemps. Un investissement total d'environ 900 000 $. Ces travaux, qui visent à moderniser et à améliorer la sécurité de cette infrastructure routière locale, incluront la réfection complète du pavage, le remplacement des têtes de regard, puisards et vannes d'aqueduc, la construction d'un trottoir en béton durable dans le temps et facile d'entretien en remplaçant l'existant, le remplacement des bordures de béton. Le projet bénéficie d'une contribution financière approximative de 686 000 $ accordée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale.
Ce montant représente 70 % des coûts finaux et découle du plan d'intervention en infrastructure locale qui a identifié le chemin du village comme une priorité régionale. La Ville entreprendra en parallèle des travaux de réaménagement du parc de la halte du quai, incluant du mobilier urbain pour un montant d'environ 35 000 $. Les travaux de pavage sur le chemin du village se dérouleront de la mi-mai à la mi-juin. Ce calendrier a été conçu pour éviter autant que possible de perturber la haute saison touristique. Pendant cette période, des perturbations de la circulation automobile et activités seront à prévoir dans ce secteur durant les travaux. De la signalisation et des communications seront déployées pour informer adéquatement la population et les usagers et usagères de la route des travaux en cours. Billy Jeanne Gratton, conseillère du district numéro 2, mentionne que grâce aux travaux sur le chemin du village, la Ville améliorera non seulement la sécurité et la durabilité de son réseau routier, mais renforcera également l'attractivité et la qualité de vie de ce secteur de Mont-Tremblant. La Ville de Mont-Tremblant annonce le retour de sa programmation d'activités jeunesse pour la relâche scolaire. Au total, 7 activités originales seront offertes du 1er au 7 mars sur inscription seulement. Ces activités divertissantes et créatives s'ajoutent à la multitude d'activités libres déjà offertes sur le territoire. Dans la programmation spéciale sur inscription, nous retrouvons le 1er mars de 13h à 14h, le Cumulus Machinus, un atelier pour les 6 à 10 ans offert à la bibliothèque Samuel Ouimet. Le 2 mars de 9h à 10h, Lego Minecraft, le secret de la Grande Pyramide, un atelier pour les 5 ans et plus au complexe aquatique. Le 2 mars de 10h à 15h, le 2 mars de 10h15 à 11h15, Lego City et Friends, un atelier pour les 5 ans et plus au complexe aquatique. Le 5 mars de 13h à 15h, animation de jeux de société. Il s'agit d'une activité libre pour les 8 à 12 ans, offerte à la bibliothèque Samuel Ouimet. Le 6 mars de 11h à midi, l'atelier scientifique Confection d'une luciole, un atelier pour les 6 à 12 ans au complexe aquatique. Et le 7 mars de 11h à midi, un atelier culinaire familial. Il s'agit d'un atelier pour les 3 ans et plus au complexe aquatique. Le 7 mars de 13h30 à 14h30, un atelier Initiation à l'art de la magie avec Méphisto. Il s'agit d'un atelier pour les 6 à 13 ans au complexe aquatique. Ces activités requièrent une inscription via la plateforme Sport Plus. Mont-Tremblant est aussi le lieu parfait pour bouger, se divertir, jouer dehors ou tout simplement pour découvrir sa ville pendant la semaine de relâche. Voici donc quelques idées à ajouter à sa liste d'activités pour tous les goûts et tous les âges. Des activités aquatiques, il y a le complexe aquatique Mont-Tremblant qui offre des bains libres et de la natation en couloir. L'horaire est disponible sur Sport Plus. Des activités libres en gymnase, on parle de basketball, volleyball, badminton, tennis léger et soccer qui sont offerts au centre sportif ainsi qu'au gymnase de l'école secondaire Curie-Mercure. Les plages horaires et réservations en ligne sur Sport Plus. Il y a des glissades de glace, patinage et hockey libre disponibles à l'Aréna Gilles Cadieux ou au patinoire extérieur. Une glissade sur glace est aussi disponible à proximité du lac Mercier. Les détails des emplacements et conditions des glaces sur le site web de la Ville. Il y aura une marche hivernale, des raquettes, de ski de fond et de vélo sur neige, le réseau Sentier Mont-Tremblant qui regroupe le réseau municipal, le domaine Saint-Bernard et le Petit Train du Nord, secteur Mont-Tremblant, a de quoi combler les adeptes de plein air de tous les niveaux. Avant de vous déplacer, il est recommandé de consulter les cartes et conditions des sentiers. En tout temps, une programmation d'activités jeunesse et d'activités pour adultes est offerte à la bibliothèque Samuel Ouimet, ainsi que des jeux de société, des ordinateurs en libre service et une station de coloriage. Il y aura une exposition architecturale organique de la nature, le tout petit moment de l'indécision, présentée à la salle Alphonse Desjardins jusqu'au 30 mars. L'exposition de Lynn Pinard explore la place de l'humain au sein de la nature. C'est ouvert à tous et toutes. Pour plus de détails sur ces activités, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs à commercial ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca ou en composant le 311. Jusqu'au 30 mars, découvrez l'exposition Architecture organique de la nature, le tout petit moment de l'indécision de l'artiste visuel multidisciplinaire des Laurentides, Lynn Pinard, présentée à la salle Alphonse Desjardins à Mont-Tremblant. À travers ses œuvres, Lynn Pinard explore la relation intimiste entre l'humain et la nature tout en révélant la fragilité et la beauté d'un monde à respecter pour la survie collective.
s'inspirant de ses balades en forêt, de ses cueillettes de matière et de photographies, ainsi que de ses lectures, l'artiste les relie dans une géométrie précise à partir de réflexions sur soi et sur notre humanité, tout en travaillant avec les concepts que sont les croyances et les symboles. Très jeune, Mme Pinard assume une double pratique en métier d'art textile et peinture grand format. Diplômée en arts plastiques, elle complète ensuite des études en arts visuels à l'UQAM. Affiliée à divers centres d'artistes, notamment le Haut 3e Impérial à Granby et le regroupement d'artistes de l'Université Bishop, elle y cumule plusieurs expositions installées depuis 27 ans dans son atelier et ses jardins des Laurentides. Elle enrichit son corpus de création réunissant peinture à huile, installation et sculpture où se reflètent ses recherches en sciences, philosophie, spiritualité et herboristerie. Depuis plus de 40 ans, nombre de ses œuvres font partie de collections privées. Cette exposition est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel conclue entre la Ville de Mont-Tremblant et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Pour tout renseignement, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de la Ville de Mont-Tremblant à culture et loisirs à ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou appelez au 819-425-8614. En prévision de l'édition 2025 du marché d'été de Mont-Tremblant, la Ville invite les producteurs et productrices ainsi que les artisans de l'agroalimentaire et des métiers d'art de la table à soumettre leur candidature pour participer gratuitement à cet événement qui se tiendra à l'espace public. Ce rendez-vous estival offre une vitrine exceptionnelle pour faire découvrir les produits de la région et valoriser le savoir-faire des marchands. Le tout se déroule dans une ambiance conviviale, ponctuée de prestations musicales qui bonifient l'expérience des visiteurs et des visiteuses. Les personnes qui souhaitent soumettre leur dossier sont invitées à remplir le formulaire d'inscription sur le site web de la Ville de Mont-Tremblant à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/candidature-marché. Au plus tard, le 19 février. Les personnes sélectionnées recevront une confirmation au courant de la semaine du 10 mars. À Saint-Hippolyte, le projet de règlement numéro 1268-24 concernant la tarification relative au projet de lutte contre la myriophylle à Épi au lac Écho a été déposé et sera soumis pour adoption au conseil municipal lors d'une séance extraordinaire. Ce règlement a pour but d'établir la tarification pour la réalisation du projet dont les coûts seront répartis aux propriétaires fonciers du secteur visé. Également à Saint-Hippolyte, le projet de règlement numéro 1269-25 décrétant une dépense et un emprunt de 2 025 000 pour la réfection du pavage et du drainage de certaines rues situées sur le territoire de la Ville seront soumis pour le règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Ce règlement a pour but de procéder à l'emprunt nécessaire pour effectuer les travaux de pavage et de drainage sur certains chemins de la municipalité. Toujours à Saint-Hippolyte, le projet de règlement numéro 1146-1701 a été adopté afin d'augmenter à 150 000 la réserve financière du Fonds vert destiné à soutenir la réalisation de projets en matière environnementale sur le territoire de la municipalité. Les organismes reconnus par la municipalité et les groupes de citoyens parrainés par un organisme reconnu peuvent soumettre un projet à financer par le Fonds vert au plus tard le 1er mars 2025. À l'occasion de la 35e semaine de prévention du suicide qui s'est tenue du 2 au 8 février, la Ville de Saint-Sauveur a mis à la disposition de ses citoyens et citoyennes près de 50 livres qui abordent le suicide sous différents angles et contribuent à faciliter la discussion sur ce sujet, malheureusement encore tabou. Ces œuvres sont encore disponibles sur prêt à la bibliothèque du Chalet Pauline-Vanier, située au 33 avenue de l'Église. Vous y trouverez notamment les œuvres suivantes. Apprivoiser les déséquilibres du quotidien par Sarah Fortin et Virginie Goudreau. Chaque dépression a un sens, cause méconnue et soins novateurs par Johan Hari. Le livre du Nixon, Les bienfaits de l'oisiveté sans culpabilité sur notre santé, notre créativité et notre efficacité par Olga Meking. Grandir, aimer, perdre et grandir par Jean Montbourquette. Dominez votre anxiété avant qu'elle ne vous domine par Albert Ellis. L'adolescent suicidaire, le reconnaître, le comprendre et l'aider par Nagui Charles Bedouani, Le guide de ta santé mentale par Delphine Pi, La dépression par Pascal Henry Keller, De l'uniforme au désir d'en finir, des outils pour déceler la détresse profonde par Martine Laurier. La Ville également invite ses citoyens et citoyennes à cultiver leur santé mentale et leur rappelle que plusieurs sources de soutien existent dans la région, non seulement pour les personnes qui vivent avec des idées suicidaires, mais aussi pour leurs proches inquiets et les personnes endeuillées.
Ces ressources sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il s'agit du Centre de prévention de suicide Faubourg, l'échelon des pays d'en haut, la ligne de prévention du suicide 1-866 appel. Afin de cultiver une bonne santé mentale, vous pouvez favoriser des relations saines et positives, entretenir les relations qui font du bien, briser l'isolement, oser faire de nouvelles rencontres, faire ce qui vous fait du bien, revoir ses priorités, prévoir des moments pour se reposer, faire une activité plaisante, être actif, donc passer du temps à l'extérieur, explorer de nouvelles activités, marcher régulièrement et ce, peu importe la durée, s'impliquer dans sa communauté, soit aider ses proches, faire du bénévolat, participer à des activités collectives, reconnaître ce qu'il y a de bon dans la vie, soit trouver une chose qu'on apprécie dans sa journée, tirer profit de ses expériences. Vous pouvez développer une bonne connaissance de soi en reconnaissant ses forces et ses limites, se fixer des objectifs réalistes, diminuer ses exigences envers soi-même et exprimer ses besoins. Pour composer avec le stress, vous pouvez reconnaître ses signaux et sources de stress, en parler, agir sur ce qu'il est possible de changer. En parler avec une conversation ouverte peut briser le silence et faire toute la différence. Vous pouvez aussi apprendre à reconnaître les signes de détresse et orienter ses proches vers les ressources spécialisées, connaître et partager avec les personnes dans le besoin les ressources d'aide disponibles en tout temps. La Ville de Saint-Sauveur est fière d'avoir reçu la certification Municipalité éco-consciente du programme Municipalité éco-connectée mis sur pied par l'organisme Éco-Corridor Laurentien. Cette distinction vient confirmer l'engagement de la Ville à favoriser un aménagement du territoire conscient de l'importance de la conservation des milieux naturels, de la protection de la biodiversité et de la connectivité écologique, notamment par la réalisation d'actions concrètes et l'adoption de mesures réglementaires conséquentes. Concrètement, la Ville a réalisé plusieurs actions de conservation à ce jour, soit adopter son plan de conservation des milieux naturels, dresser la cartographie des noyaux de conservation présents sur son territoire et des corridors écologiques, incluant une zone tampon de 5 km à l'extérieur de ses limites territoriales, réaliser l'inventaire des espèces d'amphibiens et de reptiles présentes dans le bassin versant du Grand Ruisseau, offrir une subvention à ses citoyens pour la plantation d'arbres dans le périmètre urbain et les rives, mettre en œuvre la campagne Biodiversité en tête qui inclut plusieurs actions de protection de la biodiversité et d'événements de sensibilisation pour les sauverois, réaménager le parc Camille-Michel pour favoriser son adaptation au changement climatique, installer des pancartes de traverse de tortues au lac Prévost. Le programme Municipalité éco-connectée est une initiative lancée en novembre dernier par Éco-Corridor Laurentien. Destiné aux municipalités, ce programme d'accompagnement repose sur une participation volontaire et implique un engagement fort des municipalités pour favoriser la connectivité écologique et renforcer la protection des corridors écologiques et des noyaux de conservation dans la région des Laurentides. Pour obtenir plus de renseignements sur l'initiative, les citoyens peuvent consulter le site Web du programme. Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le service des communications et de relations avec les citoyens de la Ville de Saint-Sauveur. Revenez-nous après la pause. Dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective, la MRC des Pays d'en haut emboîte le pas au reste du Québec et les bacs de récupération passent du vert au bleu. La transition se fera graduellement, alors que les bacs verts seront remplacés par des bleus lors de nouvelles constructions ou de bris majeurs. D'ici à ce que la transition soit complétée, la MRC continuera de collecter les bacs verts. Également, depuis le début de l'année, les plastiques numéro 6, dont le polystyrène alimentaire ou styromousse, sont acceptés dans le bac de récupération. Il n'est donc plus nécessaire d'aller les apporter à l'éco-centre. Le polystyrène de protection, en revanche, n'est toujours pas accepté dans le bac de récupération et doit être apporté à l'éco-centre. Pour plus d'informations sur les collectes de matières résiduelles, veuillez contacter la MRC des Pays d'en haut au 450-229-8052 ou au infocollect@mrcpdh.org. En collaboration avec la MRC des Pays d'en haut et la MRC des Laurentides, l'organisme Transport adapté et collectif vous invite à contribuer à son prochain plan stratégique de développement. En répondant à un court questionnaire, vous pourrez partager vos habitudes et besoins en matière de déplacement et exprimer vos idées et intérêts pour améliorer la mobilité sur le territoire. Toutes les réponses seront traitées de manière à préserver l'anonymat des répondants.
Répondez au questionnaire et courez la chance de gagner 5 carnets de 10 passages pour les services de transport collectif et adaptés de TACL. 2 ainsi que 2 billets pour un spectacle au Théâtre Les Patriotes en avril 2025. Pour remplir le questionnaire, visitez le site web de la MRC des Pays d'en haut. Vous avez jusqu'au 23 mars prochain pour y participer. La MRC des Pays d'en haut est fière d'annoncer que son préfet André Genet a reçu la médaille du couronnement du roi Charles III lors d'une cérémonie tenue au campus de Saint-Jérôme de l'Université du Québec en Outaouais. Cette distinction, remise par la lieutenante-gouverneure du Québec et représentée pour l'occasion par Muriel Laberge, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, souligne l'engagement exceptionnel de M. Genet à travers sa communauté et son rôle déterminant dans le développement des Pays d'en haut et de la région des Laurentides. Élu en 1990 comme conseiller municipal de Wentworth-Nord, puis maire pendant 6 mandats, André Genet est préfet de la MRC depuis 2017. Son leadership rassembleur a été salué lors de la cérémonie par Jacques Duchesneau, conseiller spécial de la lieutenant-gouverneure. M. Genet a aussi joué un rôle clé dans plusieurs organisations, dont la SOPER, la Corporation du Parc linéaire Le Petit Train du Nord et la Fédération québécoise des municipalités. Touché par cette reconnaissance, il raconte avec humour avoir d'abord cru à un canular avant d'apprendre que Gilbert Aubin, ex-directeur général de Piémont, avait soumis sa candidature. Lors de cette cérémonie, 43 citoyens de Laurentides faisaient partie des 1309 Québécois honorés. La médaille sera remise à 30 000 personnes à travers le Canada en reconnaissance de leur engagement communautaire. Le Conseil de la MRC des Pays d'en haut a entériné le processus d'appel de projet admissible au Fonds Culture et Patrimoine 2025. La date limite pour déposer une demande sera le 17 février prochain. Rappelons que le Fonds Culture et Patrimoine offre une aide financière complémentaire à des projets et a pour but d'assurer la mise en œuvre de la politique culturelle de la MRC des Pays d'en haut adoptée en 2006 en soutenant les initiatives culturelles et patrimoniales des organismes et artistes du territoire. Le Fonds Culture et Patrimoine disposera d'une enveloppe globale de 65 000 $. Pour obtenir de plus amples informations sur ce fonds, consultez le site web lespaysdenhaut.com/fonds-et-programme ou communiquez avec Philippe Laplante, conseiller au développement culturel, au 450-229-6637 au poste 119 ou à l'adresse courriel plaplante@mrcpdh.org. Il est fortement suggéré aux promoteurs de projets de communiquer avec le conseiller au développement culturel plusieurs jours avant la date de dépôt des demandes afin de vérifier leur admissibilité. Dans un contexte où la sensibilisation aux enjeux environnementaux est devenue essentielle, de nombreuses écoles mettent en place des initiatives pour encourager les élèves à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement. Ainsi, le mois dernier, le Conseil à la gestion des matières résiduelles de la MRC des Pays d'en haut a offert des ateliers sur le compost à l'école primaire Saint-Joseph de Sainte-Adèle. S'adressant à un total de plus de 100 élèves issus de classes de 5e et 6e année, la journée fut un franc succès. Les participants dynamiques ont très bien participé à l'activité. Certains d'entre eux font d'ailleurs partie du comité vert. Cet atelier a valorisé d'autant plus leurs actions quotidiennes au sein même de leur école et l'importance que chaque geste compte. De belles discussions et de nombreux échanges ont eu lieu tout au long de cette présentation interactive. En effet, les enfants ont abordé le cycle de la matière organique, les changements climatiques et le tri des matières pour réduire la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement. L'atelier de compostage est bien plus qu'une simple activité écologique. Il représente une véritable opportunité d'apprentissage permettant aux élèves de devenir des acteurs du changement pour un avenir plus durable. Ce projet nourrit non seulement l'esprit des enfants, mais aussi la Terre, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement tout en valorisant une approche pédagogique innovante et responsable. En intégrant le compostage dans le quotidien scolaire, les écoles offrent à leurs élèves des outils pratiques et des valeurs durables qu'ils pourront appliquer tout au long de leur vie. Les établissements intéressés peuvent communiquer avec la MRC des Pays d'en haut à collecte ici à commercial-mrcpdh.org pour planifier des activités. Devant le succès du guide estival, la MRC des Pays d'en haut est fière d'offrir un tout premier guide hivernal 2024-2025. Le précieux outil est actuellement disponible en format électronique et sa version imprimée l'est dans l'ensemble des présentoirs touristiques. Il permet de découvrir la diversité et la richesse des activités hivernales disponibles sur le magnifique territoire.
Ce guide est le fruit d'une collaboration avec la Société de plein air des Pays d'en haut et les gestionnaires des réseaux de sentiers. Grâce à l'expertise de la SOPER en matière de recensement des sentiers, de rédaction et de production de cartes, le guide propose une vision complète et attrayante des activités de plein air à pratiquer sur le territoire de la MRC. Une attention particulière a été portée à l'ajout de contenu mettant en valeur certains éléments d'histoire et de patrimoine de la région, une nouveauté par rapport à l'édition estivale. Composé de 64 pages, le guide regroupe toutes les informations nécessaires pour profiter des activités hivernales telles que le ski de fond, la raquette, le fat bike, la marche hivernale, la randonnée alpine, le ski alpin et le patin. Il est disponible gratuitement en format électronique sur le site web de Plein Air Pays d'en haut. Une version papier tirée à 3000 exemplaires est également disponible dans une cinquantaine de présentoirs touristiques, les bureaux d'accueil touristique de Saint-Sauveur et de Sainte-Adèle et les réseaux de sentiers, ainsi qu'au bureau d'information touristique de la Porte du Nord. Le service de sécurité incendie de la Ville de Prévost tient à vous rappeler qu'il est essentiel de vérifier vos appareils de chauffage fréquemment afin de vous assurer de leur bon état. De plus, pour les appareils de chauffage au bois, il est recommandé de faire ramoner la cheminée après avoir brûlé 4 à 6 cordes de bois. L'accumulation de 3 à 5 mm de créosote sur la paroi du conduit est un autre indicateur qu'un nettoyage est nécessaire. Notez que la fréquence de ramonage peut varier selon l'essence de bois utilisée. Par exemple, le bois dur produit moins de créosote que le bois mou. Il est idéal de faire ramener la cheminée à la fin de la saison. Si vous utilisez votre appareil quotidiennement en hiver, un nettoyage à la mi-saison est recommandé. Un ramonage régulier permet de prévenir les incendies de cheminée et les intoxications au monoxyde de carbone. L'Association des professionnels du chauffage recommande de faire appel à un ramoneur qui détient la licence RBQ, une couverture en assurance responsabilité d'au moins 2 millions de dollars et qui est membre de l'APC. À la suite des travaux, n'oubliez pas de demander votre facture ainsi que le certificat de ramonage qui attesteront de la vérification et du nettoyage de vos installations. Finalement, pour bonifier la sécurité des occupants de la maison, installez au moins un avertisseur de monoxyde de carbone. La Ville de Prévost est présentement en période de recrutement pour combler les postes suivants. Animateur ou animatrice de camp de jour, accompagnateur ou accompagnatrice et sauveteur ou sauveteuse. Les candidatures doivent être soumises avant le 21 février. Les personnes intéressées doivent répondre aux critères mentionnés dans l'offre d'emploi disponible sur le site web et être âgées de 16 ans ou plus. Envoyez votre candidature à l'adresse suivante, emploi@commercialville.prévost.qc.ca. À Prévost, aux 3 ans, un nouveau rôle foncier est établi par le service d'évaluation de la MRC de la Rivière-du-Nord et détermine de façon totalement indépendante par des évaluateurs agréés professionnels. Il s'agit d'un exercice obligatoire en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. L'année 2025 correspond à la première année du nouveau rôle d'évaluation. Votre rôle 2025 à 2027 peut être consulté sur le site Internet de la Ville au ville.prévost.qc.ca/taxation-évaluation via votre compte de taxe ou à la suite d'une demande au service de taxation. N'oubliez pas que les demandes de révision de valeur doivent être déposées auprès de la MRC de la Rivière-du-Nord avant le 1er mai 2025. Des frais sont exigibles. En février, vous recevrez par la poste votre nouveau compte de taxe. Il peut également être consulté en ligne. Aucun avis de rappel ne sera envoyé par la Ville en cours d'année, d'où l'importance de bien consulter votre compte afin de respecter les délais de paiement prescrits. Les taxes foncières peuvent être payées en un versement unique ou en 4 versements égaux. Si le montant est de 300 $ et plus, les dates des versements en 2025 sont le 17 mars, le 20 mai, le 21 juin et le 21 juillet et le 22 septembre. Paul Germain, maire de Prévost, a accompagné le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drinville, la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et députée de Prévost, Sonia Bélanger, ainsi que plusieurs autres partenaires, afin de lancer le projet de construction de la toute nouvelle école secondaire située à Prévost, dont l'ouverture est officiellement confirmée pour l'automne 2028. Érigée dans la partie nord de l'ancien club de golf Shawbridge, entre la route 117 et la rue principale, la nouvelle école aura une capacité d'accueil de 1218 élèves dans la région, qui enregistre une forte croissance démographique. L'école comprendra 35 classes, 6 laboratoires de sciences, 7 locaux d'art, un auditorium de 300 places avec scène, 4 plateaux sportifs, une place publique extérieure et un terrain de football et autres sports. Le maire de Prévost, Paul Germain, affirme que cette école est un cadeau fait aux jeunes de la ville. Il ajoute qu'au cœur de Prévost, ils pourront s'épanouir dans un établissement scolaire qui leur ressemble et devenir les citoyens de demain. Il ajoute qu'il s'agit d'un investissement dans l'avenir des jeunes et dans celui de la ville.
Cette importante étape confirme les échéanciers de l'investissement de 226 millions de dollars du gouvernement du Québec pour la construction de cette école de nouvelle génération. Les travaux devraient officiellement débuter au printemps. En 2023, la Ville de Prévost a acquis le terrain d'une superficie de 16 500 mètres carrés où sera construite la future école dont la portion dédiée à cet établissement d'enseignement est cédée au Centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord, proactive depuis plus de 8 ans dans ce dossier très important pour les résidents des environs. La Ville de Prévost pourra également entamer les travaux d'infrastructure et de réfection essentiels à sa concrétisation, notamment un nouveau pont et un tronçon pour relier l'école à la route 117. M. Germain soutient que cette annonce est l'aboutissement de nombreux efforts menés par les citoyens de Prévost. Il explique également que cette nouvelle redonne foi en la vitalité de la ville. Enveloppé par la nature, le secteur enchanteur de Prévost où sera localisée l'école secondaire connaîtra une grande transformation et deviendra un écoquartier. M. Germain déclare qu'à Prévost, l'administration et la population aiment les défis et sortir des sentiers battus et que c'est pourquoi la Ville peut affirmer avec fierté que l'arrivée de cette nouvelle école représente encore plus que la construction d'une institution d'enseignement. Il ajoute que celle-ci se retrouvera sur un site d'exception entouré d'espaces verts et près de pistes cyclables, qu'il s'agira d'un lieu de connaissance, d'activités parascolaires et de loisirs favorisant la persévérance scolaire, mais également d'un endroit où il fait bon se rassembler pour les Prévostois de tous âges. L'implantation de l'école dans un environnement aussi riche et verdoyant a permis à Prévost de concevoir un projet innovateur et ambitieux. Les Prévostois retrouveront, adjacent au site de l'école secondaire, un parc avec un auditorium extérieur, une nouvelle bibliothèque et un centre communautaire, des lieux d'activités culturelles, d'ateliers et de conférences où salles de travail et postes informatiques seront également disponibles. Ils retrouveront également de nombreux services de proximité qui y verront le jour, des plateaux sportifs, des aires de jeu et un réseau de sentiers qui sauront répondre aux attentes des citoyens les plus actifs. La députée de Labelle, Mme Chantal Janotte, est fière d'annoncer au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, des investissements de 16 823 918 $ dans le comté de Labelle. Ce montant vise à assister 11 municipalités dans leur processus d'amélioration ou de maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal. Ces sommes proviennent du programme d'aide à la voirie locale. Voici donc les 11 projets soutenus. Amherst pour le chemin Rockway Valley à hauteur de 563 000 $. Ferme Neuve pour le premier rang de Wirtel à hauteur de 3 400 000 $. Huberdeau pour le chemin de la rivière Rouge à hauteur de 445 000 $. La Macasa pour le chemin du Pont-Couvert à hauteur de 1 150 000 $. Labelle pour le chemin du lac Labelle à hauteur de 3 millions de $. Lac-Saguet pour le chemin du lac Allard à hauteur de 1 038 000 $. Lac-Saint-Paul pour le chemin Poisson à hauteur de 260 000 $. Mont-Laurier pour la rue de la Madone pour le chemin du Tour du lac des Îles et la montée Lantier à hauteur de 2 056 000 $. Mont-Saint-Michel pour le remplacement d'un ponceau et la montée du lac Gravel à hauteur de 112 000 $. Mont-Tremblant pour le chemin du village à hauteur de 686 000 $. Rivière-Rouge pour le chemin de la Liberté et de la Rivière-du-Nord à hauteur de 4 millions de $. Soucieux de bien répondre aux besoins des usagers de la route, le gouvernement contribue financièrement à la réalisation de plusieurs travaux de réfection et d'entretien des infrastructures routières locales. Pour l'année financière 25-26, plus de 384 millions de $ seront offerts dans le cadre d'une version bonifiée du programme d'aide à la voirie locale de manière à préserver l'efficacité et la sécurité des transports au Québec. Revenez-nous après la pause. Suivant le conseil de la MRC d'Antoine Labelle du 28 janvier dernier, le service d'aménagement du territoire a déposé le plan régional des milieux humides et hydriques auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs pour son approbation finale. La loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques adoptée en 2017 délègue au MRC la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de leur territoire. L'objectif de ce plan régional est d'amorcer une réflexion en amont du développement territorial afin d'orienter les décisions en matière de conservation et d'utilisation durable des milieux humides et hydriques. Le plan régional des milieux humides et hydriques comprend principalement 4 grandes sections, soit le portrait et le diagnostic du territoire, les engagements de conservation et la stratégie de mise en œuvre, incluant le plan d'action.
On y retrouve également les informations entourant la démarche consultative dont les préoccupations. À partir des constats tirés du portrait et du diagnostic, des orientations de conservation ont été définies, soit conserver et mettre en valeur les milieux hydriques et conserver et mettre en valeur les milieux humides et hydriques de forte valeur écologique, encadrer et concilier les usages à l'intérieur des milieux visés par l'utilisation durable en minimisant les impacts à la biodiversité, identifier et restaurer les milieux humides et hydriques les plus profitables aux communautés, assurer une gouvernance cohérente de la conservation des milieux humides et hydriques dans l'aménagement du territoire, améliorer la résilience des communautés face aux changements climatiques. Le plan régional des milieux humides et hydriques représente notamment pour la MRC et ses municipalités l'identification de 37 actions visant la préservation et la mise en valeur des milieux humides, la conservation de près de 8 700 hectares de milieux humides, la conservation de 50 km et la restauration de 25 km de cours d'eau, la préservation des atouts écologiques des lacs du territoire. Alors que le projet de plan régional des milieux humides et hydriques a été déposé une première fois en juin 2027, la MRC a ensuite effectué les modifications requises afin que le Conseil de la MRC procède à l'adoption de la version revisée. Une fois que l'approbation finale sera confirmée par le gouvernement du Québec, les prochaines étapes consisteront à diffuser ce nouvel outil de connaissance ainsi qu'à déployer le plan d'action. Le plan est disponible pour consultation au mrc.ca/nos-du-territoire/PRMHH. Pour toute question ou information supplémentaire, contactez la chargée de projet à l'environnement de la MRC d'Antoine Labelle par courriel à aménagement@mrc-antoine-labelle.qc.ca ou par téléphone au 819-623-3485 au poste 215. La MRC d'Antoine Labelle, conjointement avec l'organisme École aux champs, offrira des animations scolaires à la ferme aux écoles primaires du territoire. Cette action vise à soutenir le milieu scolaire dans le développement d'activités pédagogiques à la ferme. Les animations proposées dans le cadre d'une entente entre la MRC et École aux champs, avec la collaboration des fermes participantes, permettront de mettre en valeur les métiers agricoles et les entreprises bioalimentaires du territoire, soit l'objectif 1 du plan de développement de la zone agricole. À ce jour, ce sont 11 classes du primaire issues de 4 écoles du territoire qui ont démontré leur intérêt à participer aux animations scolaires à la ferme. Prévues au printemps 2025, celles-ci incluront d'abord une visite des installations par l'agriculteur hôte qui présentera sa production, ses équipements, son fonctionnement de sorte que les élèves créent des ponts entre le contenu de leur assiette et la ferme visitée. Ensuite, une animation initiera les élèves aux différentes productions et métiers du monde agricole. Un contexte idéal pour tisser des liens entre les jeunes et les agriculteurs de leur région. École aux champs est un organisme à but non lucratif qui se consacre entièrement à l'éducation agricole. Ayant une expertise liée aux sciences agro-environnementales, il est un acteur important de l'éducation environnementale au Québec. L'organisme a développé du contenu qui répond aux normes du ministère de l'Éducation, facilitant la mise en place de ces activités pour le milieu scolaire. Ainsi, École aux champs travaille auprès de la clientèle jeunesse pour inspirer la passion, cultiver le leadership et façonner l'avenir des jeunes à travers des programmes innovateurs et des expériences immersives du domaine de l'agriculture. Si vous êtes un professionnel du milieu de l'éducation et aimeriez offrir ces animations dans votre établissement scolaire, contactez la chargée de projet en développement agroalimentaire de la MRC d'Antoine Labelle, Nadia Brousseau, au 819-623-3485 au poste 213 ou par courriel à pdza@mrc-antoine-labelle.qc.ca. Pour plus d'informations sur le plan de développement de la zone agricole, visitez le site web de la MRC d'Antoine Labelle. La MRC d'Antoine Labelle lance son 8e appel de dossier dans le cadre de la politique de soutien aux organismes culturels visant à aider financièrement les organismes culturels pratiquant leurs activités sur son territoire. Les organismes admissibles ont jusqu'au 3 avril prochain pour déposer un projet. Pour cet appel de dossier, le Conseil de la MRC octroie une enveloppe budgétaire de 20 000 dans le but de soutenir les organismes culturels de la région dans leurs activités. Par cet appui, le Conseil salue l'initiative de ces organismes et reconnaît l'importance des retombées de leurs projets sur la vitalité du territoire. Ainsi, les organismes culturels souhaitant déposer un projet avant le 3 avril prochain peuvent consulter les informations concernant l'appel de dossier et la politique disponibles sur le site web de la MRC. Le formulaire de présentation d'activité est également disponible sur le site web. Adopté en 2017 et mis à jour en 2023 afin de répondre aux axes, orientations et objectifs de la nouvelle politique culturelle et patrimoniale de la MRC,
La politique de soutien aux organismes culturels a pour mandat de soutenir et de valoriser le milieu culturel local. Elle a également pour but de répondre équitablement aux demandes d'aide financière des organismes culturels. Le fonds dédié à la politique de soutien aux organismes culturels a pour objectif la réalisation d'activités culturelles et la reconnaissance des organismes culturels sur le territoire, la contribution au soutien des activités destinées à la communauté d'Antoine Labelle, le maintien des services culturels de qualité offerts aux citoyens, ainsi que la recherche des sources de financement privées ou publiques supplémentaires en culture. Pour plus d'informations ou pour un soutien dans le dépôt de leurs demandes, les organismes culturels sont invités à communiquer avec l'agent de développement culturel et du territoire de la MRC d'Antoine Labelle, Dominique Gagné-Sapper, par téléphone au 819-623-3485 au poste 112 ou par courriel à l'adresse culture@mrc-antoine-labelle.qc.ca. La MRC d'Antoine Labelle annonce le départ de Mme Myriam Gagné, directrice générale adjointe, depuis 2019, quittant ses fonctions pour relever de nouveaux défis professionnels en l'emploi de l'organisation depuis 2018, dont 5 ans à titre de directrice générale adjointe, ayant assuré l'intérim de la direction générale à 3 reprises. Mme Gagné, accompagnée d'une équipe chevronnée, a mené de nombreux projets de développement régional, dont notamment la coordination du regroupement des offices municipaux du territoire, la coordination de plans de relève de 2 cyberattaques majeures, l'idéation et la réalisation du projet inter-MRC de production du documentaire La Grande Histoire du Petit Train du Nord, le développement d'une stratégie jeunesse en milieu municipal et la création d'un comité jeunesse, l'élaboration de plans d'action annuels pour la mise en œuvre de la stratégie d'attractivité du territoire L'Autre Laurentide, la coordination des travaux d'amélioration du pôle communautaire et touristique sur le site de la gare de Mont-Laurier, la mise sur pied d'un programme d'aide à la restauration patrimoniale et la mise sur pied d'un service d'archivage regroupé pour les municipalités du territoire. Au nom des mairesses et maires Au nom des mairesses et des maires et au nom de l'ensemble de l'équipe, la MRC d'Antoine Labelle souhaite le plus grand succès à Mme Gagné dans la réalisation de ses nouveaux mandats professionnels et la remercie de sa précieuse collaboration et de son travail rigoureux. C'est sous le thème On bouge à Saint-Donat que la municipalité de Saint-Donat lance le défi de capter la plus belle image d'une activité de plein air pratiquée sur son territoire, à gagner le premier prix de 100 $, un deuxième prix de 75 $ et le troisième prix de 50 $. Les photos pourront être utilisées dans différents outils de communication de la municipalité en mentionnant le nom du photographe. Pour être admissible, les photos doivent avoir été prises sur le territoire de Saint-Donat et montrer une activité. Pour participer, envoyez vos images par courriel à communication avec un S1 à commercial saintdonat.ca avant le 21 mars 2025. L'agglomération de Mont-Laurier et l'Association des pompiers de Mont-Laurier ont officialisé le renouvellement de leur entente portant sur les conditions de travail. Cette nouvelle entente, d'une durée de 6 ans, s'applique à plus d'une quarantaine de pompiers à temps partiel. Le maire de Mont-Laurier, Daniel Bourdon, mentionne que la Ville est heureuse du renouvellement de cette entente qui bonifie les conditions de travail des pompiers tout en tenant compte des besoins municipaux. L'entente prévoit notamment la majoration du taux horaire lors de la garde des officiers, le paiement à 150 % des heures de travail effectuées lors d'un jour férié, un ajustement du taux horaire, autres fonctions, des augmentations salariales ainsi qu'une clause d'IPC pouvant aller jusqu'à 1 % additionnel par année, et ce pour les années 2026 à 2029. De plus, les parties se sont entendues sur l'instauration d'une garde en rotation pour les officiers ainsi que sur le taux de présence à respecter par les pompiers aux pratiques et lors des interventions. L'agglomération se réjouit de cette entente. Celle-ci reflète les efforts et la coopération de l'ensemble des parties impliquées. Le maire de la ville de Mont-Laurier, Daniel Bourdon, a rencontré la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, à Québec. À la suite d'une demande du maire, cette rencontre d'une durée approximative d'1 heure lui a permis de discuter de certains dossiers stratégiques d'importance en matière de transport pour la ville de Mont-Laurier. Les échanges étaient, entre autres, liés à la vétusté du pont Reed et à la fluidité du boulevard Albini-Paquette par le projet de réaménagement de l'intersection des rues Panet et Hébert. Cette discussion, entamée depuis 2012 auprès du ministère, ont permis de démontrer les enjeux rencontrés à la ville et les répercussions qu'elles engendrent au sein de la communauté. À la suite de la rencontre, les conseillers politiques de la ministre ont également conversé avec le maire concernant divers autres sujets liés aux problématiques à Mont-Laurier, dont l'intersection du boulevard Albini-Paquette et de la route 309.
Le maire désire souligner par ailleurs le travail de la députée de Labelle, Mme Chantal Janotte, qui a organisé cette rencontre dédiée au projet de la ville de Mont-Laurier en présence de la ministre de Transport et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault. À chaque année, la ville de Sainte-Adèle lance un appel de projet afin de faire bénéficier les artistes et organismes culturels locaux de son fonds culturel. Ainsi, un montant est octroyé afin de soutenir la réalisation de divers projets artistiques et culturels sur le territoire adélois. Les artistes et les organismes adélois sont invités à soumettre un projet qui s'adresse à l'ensemble de la communauté adéloise afin de partager des moments de bonheur uniques et mémorables. Le document de présentation et les règlements ainsi que le formulaire de demande d'aide financière sont disponibles dans la section Publications du site Web de la Ville. Les dossiers de candidature seront acceptés jusqu'au 1er mars 2025 inclusivement. Pour soutenir les organismes communautaires à assurer l'offre de services aux citoyens vulnérables, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides alloue cette année une enveloppe de 100 000 $. Ce fonds a pour but d'offrir un soutien financier principalement à la mission de l'organisme, mais aussi pour le démarrage d'un nouveau projet venant contrer un enjeu ou encore veiller à la poursuite d'un service ou d'une activité existante et essentielle. Les organismes à but non lucratif, les associations et autres entités œuvrant pour le bien-être communautaire sont invités à soumettre leur candidature pour bénéficier de cette aide financière. Le montant alloué d'un maximum de 10 000 $ variera en fonction des projets soumis qui répondront aux besoins d'évaluation et aux priorités d'intervention du territoire de la MRC de Laurentides, soit le soutien aux populations vulnérables, le logement et l'itinérance, la santé mentale, la sécurité alimentaire et le transport collectif et adapté. L'an dernier, 17 organismes ont reçu une aide financière grâce à ce fonds pour une somme totale de 103 500 $. Face aux enjeux sans cesse grandissants, les élus apportent ainsi une aide concrète et directe aux organismes sociaux communautaires du territoire. Les demandes reçues seront étudiées par le comité de développement social de la MRC, composé de 5 élus et de la direction générale qui, au cours des 3 dernières années, ont rencontré au moins 40 organismes et tables de concertation. La date limite de dépôt est fixée au lundi 17 février 2025 à l'adresse courriel socio-communautaire@mrclaurentide.qc.ca. La décision sera rendue au plus tard le 17 avril 2025. Consultez le document explicatif et téléchargez le formulaire de demande de financement au mrclaurentide.qc.ca/fonds socio-communautaire. Pour toute information, contactez la MRC des Laurentides. La ville de Sainte-Agathe-des-Monts et la Chambre de commerce du Cœur des Laurentides ont le plaisir d'annoncer le renforcement de leur partenariat visant à soutenir et à dynamiser le développement économique et touristique de la région. Ce partenariat, initialement établi en 2019, se poursuivra jusqu'en 2026. Cette entente renouvelée reflète la volonté commune des deux parties de faire rayonner la région en mettant en place des initiatives concrètes et des événements de qualité. Avec un soutien accru de la ville, la Chambre de commerce pourra offrir une programmation variée et flexible, adaptée aux besoins grandissants de la communauté d'affaires et des visiteurs. Le maire Frédéric Drouin mentionne que ce partenariat renouvelé marque une étape importante pour la vitalité de la région et qu'en unissant leurs forces, la Ville et la Chambre de commerce favoriseront l'essor économique tout en offrant des événements qui mettent en lumière le dynamisme et l'attrait unique de Sainte-Agathe-des-Monts, ainsi que la région. Catherine Lortie, présidente de la Chambre de commerce, a ajouté que ce soutien accru permettra à la Chambre de commerce de continuer à jouer un rôle clé dans la promotion des commerces. Ce partenariat renforcé permet à la Chambre de commerce d'annoncer le retour d'activités appréciées par les citoyens et les citoyennes, c'est-à-dire l'événement Vert électrique au printemps, les voitures anciennes à l'été, la fête des récoltes à l'automne, le salon des générations à l'automne. Les entrepreneurs intéressés à prendre part aux activités de la Chambre de commerce sont invités à contacter la Chambre au 819-326-3731 ou par courriel à info@sainte-agathe.org. Les citoyens sont invités à suivre la programmation des activités par les médias locaux ainsi que les médias sociaux de la Chambre de commerce et ceux de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laurentides est fier d'annoncer le lancement du balado intitulé « Éclaire-moi sur la résilience des agriculteurs ». La série de 5 épisodes initiée par le réseau d'éclaireurs en santé psychologique met en lumière la réalité particulière des personnes qui œuvrent dans le milieu agricole, leurs défis et la résilience dont ils doivent faire preuve pour prendre soin de leur santé mentale et de leur bien-être.
présentant des témoignages inspirants d'agriculteurs de la région avec la participation d'une travailleuse de rang de l'organisme Écoute agricole. Le balado se veut un outil de sensibilisation et vise à encourager la demande d'aide. Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S Laurentides, est ravie de ce projet. Elle affirme qu'avec un milieu de travail et un milieu de vie qui s'entremêlent, la recherche d'un équilibre peut représenter un réel défi pour les agriculteurs. Elle ajoute qu'elle est heureuse que l'on mette cette réalité de l'avant et ce, de façon bienveillante. Elle mentionne également que ce balado s'ajoute aux différentes initiatives innovatrices du réseau d'éclaireurs en santé psychologique et contribue ainsi à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population des Laurentides. La série de balados est disponible pour téléchargement sur le site web du C3S des Laurentides dans la section Balado du C3S Laurentides et sur la plateforme Spotify. Rappelons que pour communiquer rapidement avec un professionnel en intervention psychosociale, les citoyens peuvent contacter le service InfoSocial en composant le 811 option 2. Option 2. Le service est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'organisme Écoute agricole est également disponible pour les personnes provenant du milieu agricole. Revenez-nous après la pause. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides et Benoît Charette, député de Deux-Montagnes et ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, sont heureux d'annoncer la mise en service d'un second tomodensitomètre, aussi appelé SCAN, à l'hôpital de Saint-Eustache. Ce second appareil permettra de répondre à l'augmentation des besoins liés à une forte croissance de la population dans les basses Laurentides. Parmi les utilisations de ce scan, notons la détection précise de problèmes au niveau du cerveau et de la colonne vertébrale, l'évaluation de patients ayant subi un accident, le dépistage précoce de certaines maladies et l'évaluation de la réponse à des traitements de chimiothérapie ou de radiographie. D'un budget de 6 550 000 pour la construction liée au projet et pour les équipements, ce nouveau scan permettra d'augmenter significativement le nombre d'examens effectués annuellement à l'hôpital. Près de 30 000 scans sont effectués annuellement à l'hôpital de Saint-Eustache et avec ce nouvel appareil, ce nombre atteindra approximativement 50 000 scans. En période de grand froid, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides souhaite rappeler à la population les conseils de sécurité liés à l'utilisation de foyers, de poêles ou de systèmes de chauffage d'appoint afin d'éviter les intoxications au monoxyde de carbone. Ces systèmes de chauffage ainsi que les cendres peuvent dégager du monoxyde de carbone. Si vous utilisez un foyer, un poêle à bois ou un système de chauffage d'appoint, assurez-vous que la pièce est bien aérée afin d'éviter une intoxication au monoxyde de carbone. Il est important que vos appareils soient ramonés régulièrement et soient en bon état. Lorsque vous retirez les cendres, il est primordial de les mettre à l'extérieur dans un contenant en métal à fond surélevé et muni d'un couvercle en métal. Ce gaz toxique, invisible et inodore peut entraîner des séquelles permanentes ou même la mort. Seul un détecteur de monoxyde de carbone peut vous alerter de la présence de ce gaz. Il est donc important de s'en procurer un, de préférence qui demeure fonctionnel lors de panne d'électricité. Rappelons que le détecteur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone. Pour plus d'informations et pour les recommandations générales de prévention, consultez la section Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone et conditions hivernales extrêmes sur le site web québec.ca. Par ailleurs, les personnes en situation d'itinérance ou en état de grande vulnérabilité sont particulièrement à risque lors de grands froids. Par solidarité, le C3S des Laurentides vous invite à encourager ces personnes à contacter les organismes communautaires pour avoir accès aux ressources. De plus, la ligne 811, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peut les renseigner. N'hésitez pas à communiquer avec le 911 si une personne semble en difficulté. Vous aimez chanter? Vous habitez Val-David, Val-Morin ou les environs? Vous avez entre 12 et 99 ans? Vous rêvez de chanter sur scène le temps d'une chanson le 24 juin? Cette année, la municipalité de Val-David vous offre la chance d'aller chanter votre chanson québécoise préférée lors de la fête nationale locale dans le cadre du spectacle Val-David s'enchante 2025. Une fête nationale par et pour les Val-Davidois. Guillaume Duchesneau, musicien et enseignant à Val-David, est le directeur musical du spectacle principal de la fête nationale cette année. Il a réuni un groupe de musiciens professionnels d'ici ayant la chance de partager la scène avec des artistes tels que Lisa Leblanc, Ariane Moffat et mon oncle Serge, pour n'en nommer que quelques-uns. L'objectif est simple, donner la chance aux gens et aux talents locaux de prendre la scène et de créer ensemble une Saint-Jean unique, festive et rassembleuse.
Ce sera un spectacle au son et aux couleurs du village. Envoyez à la ville une courte vidéo de vous qui chantez, accompagnée d'une trame sonore de la chanson québécoise que vous souhaiteriez interpréter lors de ce spectacle. Remplissez le formulaire sur le site web de la MRC et joignez-le à votre demande. Transmettez votre candidature par courriel à culture@valdavid.com. Si votre fichier est trop volumineux, utilisez la plateforme gratuite wetransfer.com ou allez déposer une clé USB au bureau du service de loisirs de la culture et de la vie communautaire situé à l'arrière de l'église. La date limite des candidatures est le 7 mars 2025. Si vous êtes sélectionné, vous serez invité à aller chanter votre chanson en audition live à l'église de Val-David lors des auditions de sélection. Les auditions auront lieu le 22 mars. Vous recevrez par courriel un créneau de 15 minutes pour votre audition. Au final, environ 15 chanteurs seront choisis pour monter sur scène pour ce spectacle et ils seront accompagnés d'un band de feu. Ensuite, si vous êtes retenu pour le spectacle, il vous faudra prévoir un moment pour une pratique avec le groupe et les chanteurs entre le 10 et le 20 juin, puis monter sur scène le 24 juin devant vos voisins et amis du village. Pour plus d'informations au sujet de ce spectacle, communiquez avec la responsable de culture à culture@valdavid.com. Pour plus d'informations au sujet de l'ensemble de la Fête nationale de Val-David, communiquez avec la responsable des loisirs à sportloisirs@valdavid.com. La municipalité du village de Val-David est heureuse d'annoncer un partenariat avec le camp de jour Aide-Filles International situé à Valmorin. Cette initiative offrira aux enfants de la communauté une expérience estivale riche, dynamique et inoubliable du 23 juin au 15 août. Dès l'été, le camp de jour municipal cédera la place à une programmation élargie et diversifiée proposée par Aide-Filles. Situé à seulement 3,5 km du centre de Val-David, le camp garantit un accès facile et pratique pour toutes les familles. Le camp de jour Aide-Filles propose un programme varié et stimulant pour les enfants de 4 à 15 ans, activités multisports, cirque, arts et créativité, piscine intérieure et extérieure, accès à un plan d'eau naturel, parcours d'hébertisme et bien plus encore. Un service de garde sera offert de 7h à 18h du lundi au vendredi et un service d'accompagnement pour les enfants ayant des besoins particuliers sera disponible sur demande afin de répondre aux besoins spécifiques des familles. Dans un souci d'accessibilité, la municipalité de Val-David mettra en place une aide financière pour les jeunes de 5 à 12 ans ajustée en fonction du nombre d'enfants par famille. Les résidents devront fournir une preuve de résidence et d'identité pour bénéficier de cette subvention. Bien que les coûts soient légèrement plus élevés pour le deuxième et le troisième enfant par rapport à l'ancien camp de Val-David, il est important de souligner que le tarif pour le premier enfant est plus avantageux. L'ancien camp de Val-David aurait nécessité une augmentation de prix pour couvrir les coûts. Il est important de souligner les aspects particulièrement attrayants du camp de jour Aide-Filles, notamment l'accès à un plan d'eau, la diversité des activités proposées, un environnement sécuritaire et un encadrement optimal favorisant le bien-être des enfants. Les familles sont invitées à inscrire leurs enfants rapidement car les places sont limitées. Une période de préinscription avec tarif réduit sera ouverte jusqu'au 11 avril. Pour les inscriptions et plus de détails, visitez campedefilles.com ou composez le 1-888-463-3749. Pour toute information concernant l'aide financière ou les preuves de résidence, contactez secrétariat@valdavid.com. Vous êtes un artisan, un producteur local ou un créateur passionné? Participez donc au marché d'été de Rivière-Rouge et faites découvrir vos produits à une clientèle locale et touristique dans une ambiance conviviale et festive. Le marché se déroulera du 28 juin au 6 septembre 2025, tous les samedis de 10h à 14h au Parc de la Gare, situé au 682 rue de l'Annonciation Nord. La Ville de Rivière-Rouge recherche des producteurs agricoles, des artisans et des transformateurs alimentaires. Pour soumettre votre candidature, visitez le site web de la Ville de Rivière-Rouge. Joignez-vous à la Ville et contribuez à faire du marché d'été de Rivière-Rouge une vitrine incontournable de la richesse locale. Pour plus d'informations, contactez le service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique au tech.projet@rivière-rouge.ca ou appelez au 819-275-2929 au poste 428. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'informer les citoyens qu'un nouveau tableau de pointage à la fine pointe de la technologie a été installé au centre sportif Jacques-Lesage. Lors des parties, les chronométreurs auront dorénavant accès à un logiciel simplifié qui leur permettra de personnaliser le tableau aux couleurs des équipes et d'inclure de l'animation pour le grand plaisir des spectateurs comme des joueurs. Ce nouvel écran numérique offrira une flexibilité exceptionnelle pour la diffusion de contenu. Cette polyvalence permettra notamment d'améliorer l'expérience des spectateurs. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.
Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. À cette heure, toute la partie se passe rien que d'un bord. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi, mon cœur. Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec.